Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Communication et civilisation. Collection dirigée par Nicolas Pélissier. La collection Communication et civilisation, créée en septembre 1996, s'est donné un double objectif. D'une part, promouvoir des recherches originales menées sur l'information et la communication en France, en publiant notamment les travaux de jeunes chercheurs dont les découvertes gagnent à connaître une diffusion plus large. D'autre part, valoriser les études portant sur l'internationalisation de la communication et ses interactions avec les cultures locales. TN Formation et communication sont ici envisagées dans leur acception la plus large, celle qui motive le statut d'interdiscipline des sciences qui les étudient. Que l'on se réfère à l'anthropologie, aux technosciences, à la philosophie ou à l'histoire, il s'agit de révéler la très grande diversité de l'approche communicationnelle des phénomènes humains. Cependant, ni l'information ni la communication ne doivent être envisagées comme des objets autonomes et autosuffisants. Dernière parution. Mohamed Bernoussst, Communiquer le corps dans la culture marocaine, 2021. Camélia QSNTR, Nicolas PELTSSTER et Rémi RTEFFEL dire Intellectuels et médias à l'ère numérique, 2021. Gervais CWAK Omoncam et José BOTETEME Munbatet. Glocalisation de la communication publicitaire. Enjeux et pratiques en Afrique subsaharienne, 2020. Alexandre Carbonneau, L'humain augmenté. Une civilisation sans communication, 2020. Elisabeth Garder, Dominique Bester dire Action publique, communication et management, 2020. Mathieu Ferrine, Where is the Jazz? Une approche communicationnelle des mondes du jazz, 2000 à 2020, 2020. Jerry Palmer, Les témoignages de la Première Guerre mondiale, 2019. Alain Busstere, Les territoires de l'espace public. Enjeux communicationnels pour une pratique démocratique, 2019. Philippe VTALLON et Marc TRESTTNT, Culture numérique, culture paradoxale, 2019. Alain Nana KETCHA, Médias et intégration. Récits de vie d'immigrés et de leurs descendants, 2019. Étienne DAMOME, Noble Akam, Alain KTYTNDOUE dire Système connecté, données et économie numérique dans l'espace francophone, 2019. Remerciements. Mes remerciements vont en premier lieu à Jacques Walter, garant de l'habilitation à diriger des recherches dont ce livre est issu, à son écoute et à son accompagnement bienveillant. Merci aussi aux militants associatifs, aux enseignants et aux chercheurs, aux côtés desquels j'ai pu cheminer, en particulier à Roger Audin, dont la démarche scientifique ainsi que les qualités humaines ont profondément marqué mon parcours de recherche. Merci enfin à ma famille, en particulier à Jeanne, Victor et Anne-Sophie. Préface pour la cause du discernement. Au cinéma, on apprend aussi à être et à être au monde. Jacques Rancière. Une histoire qui m'est connue. Pascal Laborderie explore avec précision, justesse et passion une histoire qui ne m'est pas inconnue, à l'identique sans doute de millions de femmes et d'hommes de France. Certes, je n'ai pas profité des heures fastes du cinéma éducateur. Mais les premiers écrans qui s'allument, enfant au patronage de l'amicale laïque que je fréquente le jeudi, se nomment Le ballon rouge écrin blanc d'Albert Lamoris, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud, Le Kid de Charlie Chaplin, Le mécano de la Générale de Buster Keaton et d'innombrables courts-métrages de Jiffy Trnka. Dans les années 70, alors président de l'association culturelle au lycée agricole de Quetigny en Côte d'Or, ce sont les débats enflammés entre élèves dans le cadre du ciné-club, mais aussi pour préparer la programmation ou les affiches à composer. C'est également la découverte de la Cinémathèque OROLETS de Dijon, des valises en carton marron, avec bobines et fiches de présentation, et des critiques de la Revue du cinéma. L'expérience se poursuit sur le campus de Dijon, puis dans l'animation du ciné-club de l'École normale de Vesoul. Je peux témoigner que durant ma jeunesse, les diverses activités cinématographiques de la Ligue de l'enseignement et de son réseau ont contribué à mes représentations du monde, aux valeurs et principes susceptibles d'aider à conduire une vie et à ma socialisation politique.
La Ligue fut bien inspirée d'investir le cinéma dans toutes ses dimensions. Il est courant de dire du cinéma que c'est un art et une industrie. C'est sans doute plus que cela aussi, un élément de culture et de connaissance. Dès son origine, la Ligue de l'enseignement lui a reconnu des vertus éducatrices dans tous les sens du terme, dans l'éducation scolaire comme dans l'éducation populaire. Finalement, dans le sens que lui donne Hannah Arendt dans La crise de la culture. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler un monde commun. Mais la Ligue conçoit aussi son action cinématographique d'éducation populaire dans la perspective d'une éducation tout au long de la vie, empruntant des démarches formelles, non formelles et informelles. Elle le conçoit ainsi parce que le cinéma s'inscrit dans la perspective émancipatrice de son projet qui ne dissocie pas la liberté et la justice sociale, la curiosité et la confiance dans l'altérité, l'esthétique et la politique. Belle actualité. D'ailleurs en 1997, la Ligue organise ses rencontres nationales autour du cinéma à Toulon, alors dirigée par une municipalité Front National, sur le thème « Le cinéma, un engagement poétique et politique ». Les réalisateurs René Vauthier, Costa Gavras, Claire Simon, Bertrand Tavernier, Arnaud Despalières et Boudjema Karesh, directeurs de la Cinémathèque d'Alger, y diront aussi comment les ciné-clubs de la Ligue les ont nourris. Et puis combien de lycéens, d'étudiants et plus largement de spectateurs des ciné-clubs mirent à profit le cinéma pour élargir leurs horizons, pour ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur aux images, musique, bruit, fureur, histoire, poésie et amour du monde entier. On ne sort pas indemne des films que l'on voit dans les salles obscures, avec la présence diffuse ou organisée des autres spectateurs. La liste serait trop longue tant le cinéma de patrimoine ou contemporain est créatif, divers et dense. De mon expérience personnelle, je me souviens encore de ces films qui m'ont éclairé, illuminé, étonné, parfois bouleversé et toujours construit. Rocco et ses frères, Main basse sur la ville, Le dictateur, Nuit et brouillard, Citizen Kane, Les raisins de la colère, Les hommes du président, La religieuse, West Side Story, Zabriskie Point, Les 7 samouraïs, Dersu Uzala, Antonio das Mort, Avoir 20 ans dans les Aurès, Le soldat bleu, Belle de jour, Les sentiers de la gloire, Théorème, L'an 01, L'amour violet. Parmi les plus anciens et bien d'autres depuis. Le cinéma ne laisse jamais indifférent et il constitue encore aujourd'hui une part si importante de ce qui permet d'apprendre à penser librement et à voir autrement. De prendre part à l'humanité aux identités multiples et notamment de mieux saisir l'histoire de la condition humaine, petite ou grande, ses ressorts, ses échappées et jusqu'aux interrogations métaphysiques et éthiques. C'est peut-être pour cela que Godard dit qu'au cinéma, un mouvement de caméra, c'est aussi une question de morale. L'aventure continue plus que jamais dans un art bouleversé. Si les ciné-clubs n'existent plus dans leur forme classique et orchestrée, l'action éducatrice, culturelle et politique est bien vivante, sous d'autres formes comme ce livre en témoigne. Avec la quasi-disparition de la distribution non commerciale, c'est autour d'une diffusion de droit commun que se sont déplacées les initiatives. Pour la Ligue de l'enseignement, les réseaux itinérants avec plus de 500 points de diffusion, plus de 75 salles permanentes, projections en plein air, festivals thématiques. L'ensemble avec la volonté de qualification à travers les divers labels art et essai, recherche, animation. Mais surtout avec des pratiques qui empruntent à la culture ciné-club, présentation, présence des équipes des films, cycles patrimoniaux ou de genre, débats, tout en la renouvelant constamment. Espace de ressources numériques, espace de rencontres, cafés, restaurants et tiers-lieux associés aux salles. Et puis il y a ces dispositifs publics, écoles, collèges et lycées au cinéma, qui concernent des centaines de milliers d'élèves chaque année. À ce sujet, cela mérite de s'interroger sur la contrainte qu'ils imposent et qui laisse moins d'initiative aux jeunes, aux enseignants et animateurs. Difficile de s'échapper des programmations académiques. Et pourtant ne faudrait-il pas à côté réinventer l'envie collective de voir, de préparer, de programmer ? La liberté de penser ne se joue-t-elle pas aussi dans la capacité autonome des mouvements d'éducation populaire de concevoir avec les jeunes, et plus largement les habitants, l'action cinématographique ? Bien sûr,
La question de grande actualité est aussi l'évolution du cinéma même dans sa création, sa diffusion et l'usage que chacune en fait. Nul ne peut ignorer les ruptures qui sont à l'œuvre avec la numérisation du monde. Elle transforme les processus de création, de production et de diffusion du cinéma. La vigilance s'impose quant aux risques qui pèsent sur la diversité des œuvres et l'accès au public. Mais du point de vue des usages culturels et éducatifs, là aussi, n'est-il pas nécessaire d'imaginer, avec les jeunes notamment, les formes hybrides de leur rapport au cinéma et aux images et les formes composites du cinéma lui-même ? À la fois pour que le cinéma demeure ce moment unique et magique de l'émotion personnelle et partagée, et pour qu'il soit plus que jamais ce que l'éducation populaire a eu l'ambition d'en faire, un art éducateur. Dans le tourbillon angoissant et enivrant du monde, nous avons besoin de l'art et du 7e comme des autres. Qui mieux que Francis Ponch peut nous en assurer ? La fonction de l'artiste est fort claire, il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient. Finalement, c'est la rencontre entre cet art, celles et ceux qui le font et les spectateurs qu'il convient d'aménager encore et toujours. Et les éducateurs sont aussi des aménageurs de rencontres pour se repérer dans la grande incertitude et l'infinie complexité qui nous habite. Éric Favet, vice-président de la Ligue de l'enseignement. Introduction. Le faible éclat de la culture politique, constamment brouillé par d'autres sources lumineuses, peut devenir un repère au cœur de la nébuleuse culturelle. Guy Gauthier, Culture et citoyenneté, aux sources de la culture française, 1997. Si les ouvrages sur le cinéma de fiction sont innombrables, l'histoire des usages des films, quel que soit leur type ou leur genre, dans le cadre du cinéma non commercial demeure largement inexplorée. En France, des années 1920 à nos jours, les associations d'éducation populaire laïque et l'institution scolaire ont ainsi collaboré à la mise en œuvre de dispositifs d'éducation par le cinéma éducateur, et au cinéma, les ciné-clubs, les festivals, qui malgré leur ampleur et leur rayonnement dans la société sont encore relativement peu connus. Contemporains ou successifs, pratiqués dans ou hors la classe, s'adressant à des publics d'âge et de milieux socioculturels divers, instrumentalisant le cinéma à des fins éducatives ou menant des actions socioculturelles d'éducation cinématographique, ces dispositifs étaient d'une hétérogénéité telle qu'il semblerait de prime abord déraisonnable de les assimiler. Cependant, dans la mesure où ils participaient d'un même mode parascolaire d'éducation mis en œuvre par les associations, dans la mesure aussi où ils poursuivaient la même finalité d'éducation des citoyens, nous proposons de les regrouper sous l'expression de cinéma d'éducation populaire laïque. Cet ouvrage aborde ces dispositifs d'éducation populaire cinématographique selon deux axes, celui de l'histoire culturelle et celui de la médiation culturelle. S'adressant à celles et ceux qui mènent des recherches ou pilotent des projets dans le domaine de la médiation culturelle, de l'éducation artistique et culturelle, ou encore de l'éducation à l'information et aux médias, en particulier dans le champ de l'éducation populaire, il propose d'étudier l'histoire de l'éducation populaire laïque par et au cinéma afin de mieux comprendre le présent et d'éclairer l'avenir. Il cherche ainsi à analyser la pérennisation et les mutations du mode parascolaire d'éducation cinématographique mis en œuvre par les associations, afin de mieux appréhender les nouveaux modes de médiation culturelle, qui au moyen du cinéma et de l'audiovisuel, s'inscrivent dans un projet politique pérenne de formation des citoyens. En effet, dans le champ de l'éducation populaire, l'accès à la culture par et au cinéma ne se limite pas à la rencontre des œuvres filmiques consacrées, mais s'inscrit dans un cadre de médiation qui a de profondes influences sur l'expérience esthétique des spectateurs, mais aussi dans un sens plus politique, sur leur manière de construire des liens sociaux et d'agir dans la société en se fondant sur des valeurs communes. Selon leur finalité humaniste et démocratique, les associations d'éducation populaire organisent à la fois la rencontre individuelle avec une œuvre cinématographique et l'expérience collective d'un partage, celui d'un regard porté sur le monde soumis au débat. Les processus de médiation culturelle qu'elles mettent en œuvre ne sont donc à penser ni complètement comme un accès direct au regard d'un cinéaste, ni comme une activité purement participative où l'essentiel résiderait dans le maintien du lien social, mais dans la recherche d'un équilibre entre ces deux pôles. Le cinéma non commercial ne peut donc être évalué selon les seuls critères de l'industrie culturelle cinématographique,
en termes de notoriété, de rentabilité, voire d'effet de traîne pour les films à valeur patrimoniale, mais dans sa capacité à rapprocher les publics, dans leur diversité, des œuvres cinématographiques et dans un sens plus politique, à faire société autour de démarches artistiques et culturelles. Cependant, les recherches en sciences de l'information et de la communication sur le cinéma sont principalement axées sur le cinéma commercial, soit sur le fonctionnement de cette industrie culturelle, soit sur ses évolutions techniques et ses développements en matière d'intermédialité, soit sur les publics du cinéma commercial à partir des études statistiques, notamment celles de Laurent Creton ou celles du département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de la Communication, DEPS, qui sont généralement menées sous un angle socio-économique. À l'exception des travaux d'Emmanuel Etis, les recherches en sciences de l'information et de la communication sur la médiation culturelle, précisément dans le domaine du cinéma, demeurent relativement rares. Depuis le début des années 2010, Barbara Laborde mène ainsi des recherches sur les formes scolaires de médiation culturelle cinématographique. Récemment, Christelle Taillibert a publié les résultats d'une recherche sur les plateformes numériques d'éducation à l'image, qui s'inscrit dans la lignée des travaux amorcés en 2000 par Laurent Salard concernant les pratiques des publics de cinéma sur le web. Concernant l'étude des formes extrascolaires de médiation cinématographique, notre recherche sur l'éducation populaire cinématographique aborde quant à elle deux problématiques communes à la médiation culturelle en général et à l'éducation artistique et culturelle, EAC, en particulier. La question de l'égal accès à l'art et la culture pour tous et celle des modalités de cette mise en relation. D'une part, l'EAC, selon une conception civique de la médiation culturelle, a pour viser l'accès à la culture de tous les citoyens afin de promouvoir les valeurs humanistes et républicaines. Afin d'aménager l'égalité des chances, dans l'éducation, elle cible entre autres les publics des milieux sociaux défavorisés et tente de répondre à la question sociale, qui fut, doit-on le rappeler, au fondement même de l'éducation populaire. D'autre part, l'EAC, comme l'éducation populaire, tandis que le modèle malraux-iste était plutôt centré sur l'accès aux productions artistiques, l'EAC, à l'instar de l'éducation populaire, considère que les pratiques artistiques et culturelles sont tout aussi importantes que la rencontre des œuvres. S'inspirant des méthodes actives prônées par les associations d'éducation populaire, s'appuyant partiellement sur elles, l'EAC entend ainsi favoriser l'organisation au sein des établissements scolaires des projets d'éducation artistique et culturelle. En outre, elle ne néglige pas une troisième dimension de l'appréhension de la culture qui consiste à comprendre et à interpréter les œuvres aussi bien individuellement que collectivement. Si les actions culturelles de l'éducation populaire sont généralement circonscrites, de manière étroite, aux seules activités artistiques, il est important de souligner la place accordée à la dimension sociale du cinéma, notamment dans les discussions organisées par les ciné-clubs selon le modèle popularisé par André Bazin, présentation, projection, débat, ainsi que la formidable production de ressources pédagogiques considérant le cinéma comme un langage. Dans ce sens, l'institution scolaire et l'éducation populaire convergent vers une même conception de l'éducation artistique et culturelle s'articulant autour de trois modes d'appréhension de la culture. Voir des œuvres artistiques, en réaliser et les interpréter. L'éducation artistique et culturelle pour tous à l'école, et dans le champ de l'éducation populaire recourt aux méthodes actives qui facilitent certes l'appropriation de la culture de manière individuelle, mais aussi collective. En ce sens,
La rencontre, l'analyse et la réalisation de productions artistiques revêtent toutes trois une dimension politique transversale. En effet, si les œuvres font l'objet d'une perception, d'une interprétation et d'une pratique individuelle, elles sont aussi vécues dans un cadre social, sujettes à discussion et élaborées en collectivité. Dans le cadre de la pédagogie du projet, la dimension participative du modèle de médiation culturelle de l'éducation populaire Faire ensemble, qui est, rappelons-le, recommandé dans le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture, constitue ainsi l'indispensable pendant de sa dimension civique, Vivre ensemble. Dans cette perspective, il semble exister aujourd'hui dans le champ disciplinaire des sciences de l'information et de la communication un domaine à explorer concernant les formes de médiation culturelle mises en œuvre par les associations d'éducation populaire par et au cinéma, aussi bien dans leur finalité émancipatrice et démocratique que dans leur modalité de mise en œuvre, dans un contexte où l'institution scolaire et les formes parascolaires ou extrascolaires d'éducation convergent vers une approche commune de l'art et de la culture. Éducation populaire, laïcité et cinéma. L'une des visées premières de l'éducation nationale réside dans la construction d'une société fondée sur les valeurs et le principe républicain que sont la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Cette politique éducative peut certes être menée à l'intérieur de la classe, mais les instructions morales et civiques, magistrales, dissymétriques et verticales ont montré leurs limites. Au cours de leur histoire, elles ont connu de nombreuses appellations répondant à des idéologies et des méthodes pédagogiques diverses. Fondées au début de la Troisième République, les instructions morales et civiques répondaient à un paradigme militaire sinon magistral. Supprimées en 1969, leur retour en 1985 sous l'appellation « éducation civique » correspondait à l'idée selon laquelle le rôle d'enseignant ne se résumait pas à prodiguer un enseignement disciplinaire, mais comportait aussi un rôle éducatif transversal. En 1997, cette conception a été confortée dans un texte encore en vigueur décrivant la mission du professeur en collège et lycée. Depuis 2012, la notion moins connotée d'enseignement constitue un moyen terme ménageant aussi bien les pourfendeurs de la pédagogie centrée sur l'élève que les partisans des méthodes actives. Afin d'éviter les écueils du cours magistral, afin aussi de favoriser les pratiques plutôt que les discours, il est nécessaire de sortir l'éducation civique du cadre de la classe. Les instructions officielles du ministère de l'Éducation nationale préconisent ainsi l'apprentissage de connaissances, compétences et d'aptitudes en invitant les élèves des écoles et collèges à s'engager dans un projet collectif, projet de classe, d'école, communal, national, etc. Dans ce domaine de la pédagogie du projet, les associations d'éducation populaire, qui sont avant tout des émanations de la société civile, ont joué et jouent encore un rôle important. Elles permettent en effet aux enfants, aux jeunes gens et aux adultes d'apprendre la vie en société par l'expérimentation. C'est la raison pour laquelle elles constituent un complément indispensable, un partenaire majeur de l'État républicain en matière de politique éducative, concernant la formation des citoyens notamment. L'éducation nationale décline aujourd'hui cette formation dans tous les domaines, notamment en éducation artistique et culturelle, EAC. L'éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l'émancipation de la personne et du citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. C'est aussi une éducation par l'art. Cette formation de tous les citoyens est aussi une des visées majeures de l'éducation aux médias et à l'information, EMI, comme le précise un avis récent du Conseil économique, social et environnemental. L'éducation aux médias et à l'information, EMI, doit permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux personnes âgées d'acquérir, sans pour autant devenir des professionnels, des connaissances et des compétences leur permettant de s'informer, d'émettre, de diffuser, d'analyser et de partager des informations de façon responsable. Elle apparaît comme un défi majeur pour préserver et vivifier la démocratie, mais aussi comme une opportunité de rendre concrète l'éducation à la citoyenneté. En effet, elle concourt à développer le discernement et l'esprit critique nécessaires pour décrypter les médias et l'information et pour exercer sa liberté d'opinion et d'expression. Tout au long de leur histoire, les associations d'éducation populaire laïque ont fréquemment été pionnières dans ces domaines éducatifs divers,
en particulier dans l'invention de dispositifs pédagogiques au moyen du cinéma et de l'audiovisuel. Profitant de l'enthousiasme populaire pour le cinéma, elles ont cherché à aménager un territoire géographique, économique, juridique et idéologique à la rencontre du peuple, de l'école républicaine et du cinéma. Est-ce bien étonnant ? La principale raison d'être de l'éducation populaire réside dans sa finalité d'émancipation de tous les êtres humains, quelles que soient leurs origines socio-culturelles. À cette fin, les éducations artistiques, culturelles et communicationnelles constituent les outils d'une entreprise plus vaste qui vise à l'exercice plein et entier, nécessairement libre et éclairé, de la citoyenneté. Ayant une fonction éminemment politique, les associations d'éducation populaire ont été confrontées à ce défi constamment renouvelé de s'adapter aux mutations sociétales, tout en pérennisant leur visée émancipatrice du peuple dans ses multiples acceptions. Il est ainsi possible d'observer comment elles ont cherché à rester en prise avec une société structurée par des rapports économiques et sociaux, qui ont connu de profonds bouleversements, concernant la démographie, le poids des espaces urbains et ruraux, la part des emplois dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, les relations industrielles et les rapports femmes-hommes. Mais la notion qui, quoique floue et mouvante, nous semble la plus pertinente quand il s'agit de décrire les évolutions de l'éducation populaire est celle de l'alcité, notion aux multiples dimensions, philosophiques, juridiques, sociales, sujette fréquemment à polémique, non seulement chez ses détracteurs, mais aussi chez ses défenseurs. Sous un angle philosophique, elle vise à soustraire les personnes aux directions de conscience fondées sur les religions afin de favoriser leur autonomie de pensée, selon un modèle doctrinal construit par les Lumières. D'un point de vue juridique, une société laïque a pour principe l'égalité de ses membres devant la loi, quelle que soit leur religion ou conviction, ainsi que l'indépendance de l'administration et du service public par rapport au prosélytisme ou au communautarisme religieux. Cependant, la notion doit aussi être replacée dans son processus historique d'émergence au cours de la seconde moitié du XXe siècle en France, période durant laquelle elle devient une revendication des mouvements républicains. À partir de la Commune de Paris, 1871, des lois scolaires de 1881 et 1882, de l'affaire Dreyfus et de la loi de séparation des Églises et de l'État, 1905, jusqu'à nos jours, elle constitue un enjeu majeur autour duquel se structure la vie sociale, politique et culturelle de la société française. Aussi, malgré, ou en raison de ses caractères pluridimensionnels et évolutifs, est-il particulièrement intéressant d'observer comment le monde de l'éducation populaire la mobilise, la fait entrer en résonance avec une société en mouvement, dans le cadre d'activités culturelles, dont les enjeux correspondent certes à des visées émancipatrices, mais qui ne sont pas pour autant dénués d'intérêt en termes de contrôle social et politique. Nous chercherons ainsi à comprendre comment les associations d'éducation populaire, entre permanence et renouvellement, ont su, ou dû, faire évoluer leur conception de la laïcité en même temps qu'elles s'efforçaient d'adapter leur mode de médiation cinématographique aux changements techniques, économiques, politiques et socioculturels de ces 100 dernières années. Des dispositifs à la rencontre des publics populaires ? Concernant les dispositifs cinématographiques d'éducation populaire, identifier la nature de la politique qu'ils mettent en œuvre à l'intention des publics populaires constitue une question particulièrement complexe. En effet, la notion de public dont les contours sont imprécis vient rencontrer ici celle de peuple, elle-même fortement instable. Il suffit de se référer aux multiples acceptions des deux notions dans le publictionnaire pour s'en convaincre. L'expression public populaire est en effet doublement équivoque, comme le souligne Jamil Dakhlia. De surcroît, les deux notions parcourent un spectre sémantique si large qu'elles paraissent une fois réunies, tantôt redondantes. Dans l'expression grand public, il n'y a de public que populaire, tantôt antithétique. Christian Ruby considère ainsi que les violences symboliques exercées sur les spectateurs par les prescripteurs culturels sont telles que la notion même de public des arts et de la culture se construit en opposition à celle de peuple, comme si public et peuple étaient liés par un dessein d'exclusion réciproque. Pour ajouter à la confusion, la définition de l'éducation populaire est elle-même flottante. La thèse de Frédéric Chataignier montre en effet à quel point l'expression recouvre des idéologies évolutives et des réalités contrastées. Selon une visée heuristique,
Il nous semble néanmoins souhaitable d'appréhender les phénomènes sociopolitiques non complètement homogènes que recouvre l'expression mythifiante d'éducation populaire, à partir de 3 définitions distinctes du peuple. Alors que dans un sens restreint, la notion de peuple se réfère à une population pauvre qu'on désigne entre autres sous l'appellation de petit peuple, en particulier aux ouvriers de l'industrie. Elle désigne dans un sens plus diffus un groupe plus ou moins hétérogène d'un grand nombre d'individus, formant des communautés de spectateurs ou ce que l'on nomme de manière généralement péjorative le grand public, qui en termes de notoriété font le succès populaire d'un objet culturel et un point de vue plus politique, peuvent former une opinion publique. Enfin, dans un sens civique, l'éducation populaire s'adresse à l'ensemble des citoyens auxquels correspond la notion de suffrage universel, dans le cadre du principe républicain de souveraineté populaire. L'éducation populaire peut se référer tour à tour à ces 3 conceptions du peuple. Éducation ciblant les groupes sociaux défavorisés selon des finalités émancipatrices. Éducation s'adressant au plus grand nombre dans une perspective partiellement prosélyte. Ou encore éducation de l'ensemble des citoyens à des fins démocratiques. En ce qui concerne la première acception, l'idée même que l'éducation populaire par le cinéma ait pu exister est fortement contestée à la fin des années 1990 dans le champ de l'histoire socioculturelle du cinéma par Fabrice Montebello qui voit dans les ciné-clubs une culture populaire sans le peuple. Cette thèse nous semble sujette à caution en raison du fait qu'elle circonscrit la notion de populaire aux seules populations ouvrières du secteur secondaire et ce, dans le cadre d'un terrain d'investigation restreint. Elle a néanmoins ouvert la voie à de nombreuses recherches, notamment sur la principale association en matière d'éducation populaire par le cinéma, à savoir la Ligue de l'enseignement, au travers de l'Union française des œuvres laïques par Images et le son, UFOLEIS, mais aussi sur les autres fédérations de ciné-clubs dans leur diversité, la Fédération Jean Vigo, la Fédération française des ciné-clubs FFCC et la Fédération Loisirs et Culture Cinématographique FLECC. Plus récemment, les recherches s'orientent vers des mouvements d'éducation populaire confidentiels, tels que Film et Famille, fédération de ciné-clubs regroupant à l'origine des patronages catholiques et protestants de la région lilloise. Prolongeant ces nombreuses recherches, qui pour autant, ne couvrent pas encore l'ensemble du champ de l'éducation populaire par et au cinéma. Il manque par exemple une étude sur la contribution des maisons des jeunes et de la culture, MJC. Notre ouvrage s'attache à montrer en quoi les dispositifs déployés sur le terrain dans la durée par les organisations d'éducation populaire laïque portent une attention particulière au public exclu ou défavorisé d'un point de vue social, économique, culturel ou géographique, en menant une politique aménagement d'un territoire culturel à l'intention des espaces ruraux, chapitre 1er tome 10, et des zones périurbaines concernées par la politique de la ville, chapitre 11, ou en incluant selon un objectif non seulement d'égalité, mais aussi de mixité, les parties de la population touchées par les discriminations ou les exclusions, en particulier les femmes, chapitre 3, les populations issues de immigration, chapitre 11, ou encore les personnes âgées, chapitre 12. La deuxième acception de la notion de peuple, celle qui se réfère à un grand nombre hétérogène d'individus, permet d'envisager l'éducation populaire sous 3 angles. Celui de la légitimation d'un modèle culturel, celui de son appropriation par les publics et celui de son exploitation en matière de propagande politique. Tout d'abord, il est nécessaire de distinguer les formes de cinéphilie médiatisées par les mouvements d'éducation populaire, qui sont indéniablement savantes en raison de leurs finalités éducatives, d'une cinéphilie dite ordinaire, telle qu'elle est étudiée aujourd'hui dans le champ des Cultural Studies. De 2012 à 2015, le programme de recherche intitulé « Cinéma et cinéphilie populaire dans la France d'après-guerre. 1945 à 1958 » a amorcé un mouvement de recherche sur les cinéphilies des spectateurs ordinaires. Récemment, un ouvrage collectif dirigé par Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos s'inscrit dans cette lignée en se consacrant aux usages ordinaires du cinéma à partir de sources originales telles que les magazines populaires. Dans leur introduction à l'ouvrage, les autrices reviennent sur la polysémie de la notion de populaire. Nous préférons le terme ordinaire à celui de populaire, en raison de la polysémie de ce dernier et de la confusion qu'il engendre généralement entre culture populaire, au sens de culture de masse, et classe populaire.
Parler des usages ordinaires permet de désigner les comportements du commun des spectateurs et des spectatrices, c'est-à-dire de celles et ceux qui ne relèvent pas de l'élite culturelle ni de la cinéphilie dite savante, sans les réduire aux seules classes populaires. Se distinguant de cette démarche, notre ouvrage contribue à montrer comment les mouvements d'éducation populaire ont institué, via le cinéma éducateur, les ciné-clubs ou les festivals, une forme de culture cinématographique destinée au plus grand nombre, mais qui s'écarte néanmoins de la cinéphilie ordinaire, dans la mesure où elle se pose en alternative au modèle dominant du cinéma commercial fonctionnant sur le star system, la segmentation des publics et l'organisation des pratiques de fans. De même que les Cultural Studies, initiés par Geneviève Cellier, ont constitué le cadre de nombreuses études sur les publics de cinéma dans le champ des études cinématographiques, les sciences de l'information et de la communication ont contribué à renouveler les recherches sur les publics des industries culturelles, concernant notamment les publics de cinéma de la télévision, à partir d'une conception performative des téléspectateurs. Il ne s'agit plus seulement d'étudier les dispositifs de médiation culturelle d'après les productions des prescripteurs, mais aussi au regard des publics qui se constituent en réaction à ces dispositifs médiatiques. Il est dorénavant possible de s'écarter d'un système d'appréhension des publics fondé sur la distinction entre public légitime et illégitime, pour envisager la manière dont les spectateurs, dans leur diversité sociale et culturelle, s'approprient les dispositifs de médiation et s'inscrivent par là même dans des mouvements culturels qui constituent des formes de médiaculture. Selon cette approche, les dispositifs d'éducation populaire ne se conçoivent pas dans un cadre épistémologique opposant finalité émancipatrice revendiquée par les prescripteurs et contrôle des catégories sociales populaires qui, pour se muer en public, seraient enjointes de gommer leurs différences. Cette conception met en revanche l'accent sur la manière dont les publics s'approprient les dispositifs. Même si notre ouvrage se consacre principalement aux acteurs socioculturels, aux dispositifs de médiation culturelle qu'ils mettent en œuvre et aux politiques culturelles qui les favorisent, il aborde néanmoins dans cette perspective la manière dont les publics s'emparent des dispositifs de médiation cinématographique, notamment dans les chapitres qui s'attachent aux productions d'affiches par les membres des ciné-clubs, chapitre 8, ou aux pratiques des bénévoles des festivals, chapitre 12. La notion de peuple, comprise comme un grand groupe hétérogène d'individus, permet en outre d'appréhender l'éducation populaire sous l'angle des visées politiques des divers mouvements d'éducation populaire, qui sont eux-mêmes représentatifs des diverses forces politiques françaises. La prise en compte des goûts cinématographiques des publics populaires pour le cinéma commercial par les dispositifs d'éducation populaire participe d'une stratégie de captation du public, qui ne se pose pas seulement en alternative aux industries culturelles, mais doit aussi être pensée dans le contexte concurrentiel des prescripteurs culturels du secteur non marchand. Notre ouvrage cherche ainsi à mettre en perspective les dispositifs de médiation cinématographique avec les clivages et les rapprochements qui structurent les mondes de l'éducation populaire laïque et confessionnelle durant 100 ans, chapitres 4, 7 et 9. De la même manière, il entend réinscrire l'éducation populaire laïque au moyen du cinéma dans l'histoire politique française. Par exemple, il explique en quoi, dans l'entre-deux-guerres, le cinéma éducateur laïque a contribué à la promotion du Front populaire, chapitre 2. Pourquoi, en 1949, le cinéma non commercial a émergé sous les auspices des apostrophes. Un gouvernement radical socialiste, chapitre 5. Comment, au début de la Ve République, les ciné-clubs laïques ont constitué une forme de contre-culture face au pouvoir gaulliste, chapitre 7. Ou encore en quoi, au tournant des années 1980, la controverse sur le déclin des ciné-clubs et l'avènement de l'art et essai est représentative des tensions qui traversent la vie politique dans le contexte de l'arrivée au pouvoir de la deuxième gauche, chapitre 9. Une troisième acception de la notion de peuple permet d'aborder enfin une dernière dimension de l'éducation populaire. Si la notion de petit peuple désigne les groupes défavorisés, dominés, voire discriminés selon leur appartenance socio-culturelle, ce qui par extension peut correspondre à la notion grecque d'ethnos en raison des déterminismes qu'elle présuppose, si l'expression de grand public ou de public ordinaire se réfère quant à elle à des pratiques culturelles de tout venant et s'apostrophe, adressant à tous, ce à quoi répond chez les Grecs anciens la notion de laos pour désigner le peuple, ou si on veut la masse, sans distinction socioculturelle. Notre ouvrage envisage aussi la notion de peuple selon une troisième acception,
plus civique quant à elle, dans la mesure où elle désigne l'ensemble des citoyens, le démos. En effet, même si l'éducation populaire laïque recouvre nécessairement les deux premières notions, la première favorisant la liberté de conscience dans le respect des différences, la deuxième prônant l'égalité des droits quelles que soient les appartenances, la troisième revêt un sens fondamentalement universaliste, parce qu'elle ne vise pas seulement à émanciper les individus ou à les fédérer autour d'opinions et de pratiques sociopolitiques, mais à former des citoyens capables de faire société. Dans ce sens, la popularisation de la culture, ou si on préfère sa démocratisation, est à replacer, non pas seulement dans une perspective sociale, mais dans le projet politique de construction d'un État républicain héritier des Lumières, qui trouve une de ses plus nettes expressions sous le Front populaire, comme le souligne en 1936 le rapport de Johanny Berlioz, rapporteur des Beaux-Arts à la Chambre des députés. La culture doit devenir républicaine, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qu'elle doit être partie intégrante de la chose publique. En définitive, par-delà l'hétérogénéité des divers dispositifs que nous aborderons, nous proposons de les ranger sous la même expression d'éducation populaire laïque, dans la mesure où ils participent d'un projet pérenne de formation des citoyens et de transformation de la société par la culture. Dans cette perspective, la médiation culturelle, la médiation au cinéma, est envisagée comme une médiation sociale, politique et institutionnelle, la médiation par le cinéma. Une approche interdisciplinaire des dispositifs d'éducation cinématographique. En sciences de l'information et de la communication, les publics populaires, dans toutes les acceptions de l'expression, ont bénéficié récemment d'un regain d'intérêt en faisant l'objet de recherches au long cours par le Centre de recherche sur les médiations, CREM. Afin de considérer comment les dispositifs d'éducation populaire pensés pour le peuple, faire peuple, ont pu, ou non, rencontrer des pratiques populaires, être peuple. Nous proposons de construire un axe de recherche qui articule les sciences de l'information et de la communication avec l'histoire du cinéma et les sciences de l'éducation et de la formation. Cette interdisciplinarité s'explique au moins par 3 raisons. Tout d'abord, il faut bien dire que notre démarche comprend une part de subjectivité dans la mesure où elle est liée à un parcours personnel qui nous a amenés à nous éloigner du caractère normatif des disciplines pour envisager les liens qu'il serait possible de tisser entre elles, ce qui au fond correspond à une position plus philosophique que scientifique, ou si on préfère à un état d'esprit, pour reprendre l'expression de Roselyne Coren. Par ailleurs, il faut souligner que les sciences de l'information et de la communication constituent un champ habitué à l'interdisciplinarité, comme le sont du reste les études cinématographiques et les sciences de l'éducation et de la formation. Surtout, quand il s'agit de justifier une démarche interdisciplinaire, il est habituel d'évoquer la complexité du phénomène étudié. Nous ne dérogerons pas à cette règle en insistant sur le fait que l'étude des dispositifs d'éducation populaire cinématographique nécessite de croiser des compétences en sciences de l'information et de la communication, en analyse des dispositifs de médiation culturelle, histoire de l'industrie cinématographique, sémiopragmatique du cinéma, et en études cinématographiques, en histoire du cinéma, analyse filmique. Notre démarche disciplinaire se présente ainsi comme une histoire culturelle de la manière dont les associations d'éducation populaire laïque ont adapté leurs activités cinématographiques aux évolutions sociétales, tout en pérennisant leur finalité philosophico-politique de formation des citoyens. Notre méthodologie utilise principalement les outils de l'historien, travail sur archives, confrontation des documents, périodisation, sérialisation, etc., qu'elle conjugue ponctuellement avec ceux du sociologue de la culture, enquête de terrain, études statistiques, etc., ou du sémiologue du cinéma, étude des usages du cinéma en contexte éducatif, analyse sémiologique des films, etc. Tandis que nos travaux concernant l'entre-deux-guerres et la période de 1945 au milieu des années 1970 se fondent principalement sur les comptes rendus administratifs des associations ainsi que sur leurs revues spécialisées, la période des années 1970 à nos jours est documentée par des entretiens avec les divers acteurs socioculturels intervenant dans les dispositifs et par des enquêtes de terrain. En outre, compte tenu des champs explorés, les associations d'éducation populaire, l'éducation nationale, mais aussi des visées éducatives des dispositifs, notre recherche mobilise des outils en sciences de l'éducation et de la formation.
En philosophie de l'éducation, car le mouvement d'éducation populaire laïque est indissociable de ses visées émancipatrices héritières du siècle des Lumières. En histoire de l'éducation populaire et en histoire de la formation d'adultes, en raison des motivations sociales, politiques et culturelles d'un monde de l'éducation populaire en constante mutation. En histoire du système éducatif, dans la mesure où la spécificité du modèle d'éducation cinématographique à la française tient à l'implication originale du monde associatif dans les activités culturelles de l'école républicaine. En pédagogie enfin, en raison du mode extrascolaire d'éducation mis en œuvre par les associations d'éducation populaire. Les sciences de l'éducation rejoignent ici les problématiques de la médiation culturelle. En effet, lorsqu'il s'agit d'étudier les formes d'éducation non formelle ou informelle que constituent les dispositifs cinématographiques de médiation culturelle, la manière dont les enseignants et les acteurs socioculturels aménagent une ambiance propice à la fois aux apprentissages et à la sociabilisation mérite une attention particulière. Dans cette perspective, l'observation non pas seulement des temps forts, en l'occurrence ceux de la projection cinématographique, mais aussi des temps faibles, d'échange et de partage de la vie quotidienne est primordiale. Enfin, en raison du rôle majeur des médiateurs et de l'importance de la relation humaine dans les pédagogies fondées sur des méthodes actives, en raison aussi de la place fondamentale accordée au débat et d'une manière générale à la rencontre des autres, dans la culture de l'éducation populaire laïque, notre recherche consiste principalement à appréhender les dispositifs d'éducation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.